2017, le mot d'ordre est la performance. Il faut en tout temps exceller, performer, être le meilleur. Mais pourquoi? Est-ce que l'individu contemporain a une pression de devenir quelqu'un, de se démarquer au risque de n'être personne? C'est ce que nous allons tenter de discerner aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on parle d'un sujet important, pertinent, la performance. J'ai à côté de moi Dominique Lefebvre, étudiante en création littéraire. Bonjour Valérie. Bonjour. Magali Dezin, qui est adepte du fitness, on l'a déjà mentionné ici, et tu es aussi une femme d'affaires. Et finalement, Maryse Trempe, notre sexologue. Bonjour. Ça va bien? Contente de te revoir. Moi aussi. Les filles, que signifie pour vous être performant? Dominique? Je peux y aller? Oui, vas-y. Pour moi, la performance, en fait, c'est d'atteindre, je crois, des objectifs qu'on s'est peut-être imposés par soi-même ou qui ont été définis par soit une norme sociale ou la société en général. Mais je crois que c'est des objectifs qui ne sont pas facilement atteignables par la moyenne des gens quand on n'y met pas d'effort. Moi, c'est comme ça que je vois la performance. C'est une bonne définition. Magali? Pour moi, la performance, c'est de toujours être en évolution constante, se développer, ne pas avoir peur aussi d'échouer, de ne pas avoir peur de s'améliorer. Puis, je crois aussi se démarquer. Peu importe de quelle façon qu'il faut se démarquer, mais je pense que c'est important de pouvoir se démontrer aux gens et vraiment performer juste à sa juste valeur. Et c'est pas plus. Maryse? Ta définition de la performance? Bien, je trouve que les deux définitions sont bonnes. Je pense que le fait de performer, de vouloir s'améliorer, ça serait une performance qui pourrait être plus saine, tandis que de surperformer, là, il faut faire la distinction entre les deux. Fait que surperformer, ça serait d'avoir des atteintes irréalistes, tandis que de performer, ça serait des atteintes qui seraient plus réalistes en lien avec l'amélioration de soi, puis des compétences, puis aussi par rapport à pas seulement un domaine, mais plusieurs aspects en même temps. Fait que se définir selon les bons résultats à l'école, selon le travail, mais pas, dans le fond, mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'allais demander. Dominique, es-tu performante dans tous les aspects de ta vie? Tous les aspects, certainement pas. Oui, ça serait difficile. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est les aspects dans lesquels ça paraît le plus, oui. Par exemple, à l'école, je sais que j'ai des bonnes notes, j'ai beaucoup d'amis, fait qu'au niveau social, j'aime ça, socialiser avec les gens. Puis dans les sports aussi, mais je te dirais qu'il y a beaucoup d'aspects dans lesquels je m'investis pas nécessairement. Bien, peut-être parce que je suis pas nécessairement bonne dans ces aspects-là, mais peut-être qu'ils m'intéressent moins aussi. Par exemple, je sais qu'au niveau de la culture générale, j'ai du chemin à faire, j'ai des croûtes à manger. L'histoire, la géographie, je peux pas dire que je suis performante. Les instruments de musique, j'ai jamais été bonne. Mais c'est pas des choses dans lesquelles je m'investis. C'est normal. Ça, on a des talents, d'autres non. Est-ce que tu sens que c'est toi qui décides où tu mets ta performance? Bien, oui, de plus en plus. Mais je peux te dire que, mettons, par le passé, j'avais l'impression qu'il y avait des objectifs, justement, qui étaient peut-être définis par d'autres personnes que moi, puis j'y adhérais en me disant que c'était la chose à faire. Ouais. Mais là, avec le temps, avec les années, avec la maturité que j'ai acquise, bien là, je me rends compte que ces objectifs-là, c'est vraiment important que je les choisisse moi-même, puis de me demander qu'est-ce que j'aime faire au fond. Parce que c'est ça qui finit par me rendre heureuse quand je suis performante dans ce qui est important pour moi et pas pour les autres. Puis c'est plus facile d'être performant aussi quand on fait des choses qu'on aime. Tellement, vraiment. Toi, Magali, est-ce que tu cherches à être performante tout le temps, partout? Je cherche à être performante partout, mais comme elle dit, c'est impossible d'être performante partout. Mais toi, tu te mets cette pression-là, tu dirais? Bien, si je m'en mets... je veux être performante. Je veux vouloir être là pour ma famille, je veux vouloir être là pour mes amis, je veux vouloir bien travailler au travail dans mon domaine de la restauration, je veux vouloir performer au gym quand je m'entraîne. C'est mes objectifs à moi, mes performances que je veux établir. Mais oui, c'est déjà arrivé que, écoute, quand j'étais étudiante, c'était l'école qui passait avant le travail. J'oubliais quasiment mes amis, ma famille. Et puis, j'étais pas bien là-dedans parce que je savais que je donnais pas nécessairement le temps qu'il fallait pour ma famille et mes amis. Quoique, ils pouvaient comprendre, par exemple. Et c'était correct comme ça. Ça m'empêchait, moi, de me sentir mal à un tel point. Mais ça reste que, pour moi, j'aime
essayer d'en mettre un peu partout, tu sais, donner des nouvelles à ma mère au moins une fois par semaine ou une fois par jour si on est capable. Mes amis, c'est important, c'est comme ma famille. Le travail, ça, c'est sûr et certain, ça reste un domaine que j'aime. Et puis, l'entraînement, eh bien, ça, c'est sûr que ça passe dans mes priorités à tous les jours. Donc, ouais, c'est vraiment, j'essaie de mettre un peu partout, en amour aussi avec mon chum, mais des fois, c'est pas évident. Mais est-ce que les gens d'aujourd'hui cherchent tellement à atteindre la perfection et la performance qu'ils négligent leur santé physique et mentale, selon vous? Magali, vas-y. Non, vas-y. Oui, moi, je crois que oui. Oui. Il y en a qui travaillent tellement dans une journée, ils font du 8 à 5, le soir, ils rentrent travailler, peut-être qu'ils ont une business indépendante ou soit qu'ils ont la famille à s'occuper, justement. Fait qu'à un moment donné, côté santé, ils oublient quasiment de manger. J'en vois des gens qui mangent un repas par jour, 2 repas par jour, qui pensent même pas, qui sont assis sur une chaise toute la journée parce qu'ils travaillent dans un bureau. Ils bougent pas, ils prennent même... Mettons, tu leur poses la question, est-ce que tu as bougé aujourd'hui? Est-ce que tu as marché? Est-ce que... Puis ils te regardent, puis non, j'ai pris l'ascenseur, j'étais assis au bureau, je suis rentrée chez nous, j'étais debout pour faire la manger, puis après, je me suis assise devant la TV. Tu sais, souvent, c'est ça la routine de vie des gens, en général, qui travaillent vraiment fort puis qui veulent réussir dans leur travail. Puis s'occuper aussi de leur famille. Donc, souvent, ils sont moins actifs et moins... Puis, tu sais, au niveau de la santé, j'ai l'impression que même sans la performance... Oui, on véhicule des belles valeurs comme bien manger, faire du sport et tout ça, mais qui le fait vraiment? Ça, c'est l'autre question, parce qu'en général, qui fait 5 fois 30 minutes de sport par semaine? Il y a beaucoup moins de gens qu'on le croit. Vraiment. Puis, une fois qu'il faut être performant en plus de ça au travail, avec les amis, avec tout ça, bien, ces bonnes habitudes de vie-là passent aussi plus tard dans la chaîne de priorité, là, selon moi. Puis, tu sais, si je le ramène à moi personnellement, un peu comme toi, avant, à l'école, bien, encore maintenant, quand j'ai des blitz d'études pendant une semaine, il y a des choses que je fais dans ma vie pour avoir une bonne santé que j'arrête de faire pendant cette semaine-là parce que là, je mets toute mon énergie dans cet objectif, dans la poursuite de mes objectifs. Fait que, je vais couper dans mes heures de sommeil parce qu'il faut que j'étudie. Je vais manger peut-être moins. Des fois, j'oublie de manger. Je vais couper dans mon sport. Parce que dans cette semaine-là, c'est tout ou rien. T'sais. Mais ça, moi, personnellement, j'essaie de vraiment pas l'établir au long terme. Des fois, c'est peut-être trop excessif dans le sens que, tu coupes ton sommeil pour peut-être 2 % de plus dans ta note, 5 % de plus. Est-ce que ça fait tant une différence, tu sais? Oui. Personnellement, moi, je pense que oui. Malheureusement, parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Puis, tu sais, je sais qu'il faut bien dormir avant un examen, mais questionnable. Si j'ai jamais lu la matière, il n'y a aucune chance que je la sache à l'examen. Alors que si je l'ai lu une fois, même si je suis fatiguée à l'examen, je vais me dire non, performe, ça va être correct. Mais tu sais, faut pas dire ça à la télé, là. C'est une mauvaise habitude, là. Étudier d'avance, vous allez être correct. Oui, c'est ça. Marie, ton opinion là-dessus? Ben moi, dans le fond, comme on parlait là, avant l'émission, ben j'ai une amie, collègue qui s'appelle Geneviève Laroche, qui a un projet de Happiness Legacy. Puis, je suis allée à un atelier, puis ça me fait penser à ça là, pour la réponse. C'est comme si on veut adhérer au succès. Là, on parlait d'un exemple, les résultats scolaires. Puis, si on fait comme une métaphore que c'est comme une échelle, mais pour arriver à monter les marches pour avoir la bonne note, par exemple, bien, on va monter les marches sans penser à l'échelle, qu'est-ce qui la tient? C'est la santé physique et la santé psychologique. Fait que c'est ça qui fait qu'elle est solide. Puis souvent, on disait qu'on négligeait, là, à cause de la performance, la santé physique, psychologique. Bien, effectivement, c'est comme ça a été mentionné aussi, j'oublie mes bonnes habitudes de vie. Fait que c'est comme la performance. On a des attentes des fois irréalistes aussi. Ça fait qu'on n'a comme pas de limite dans nos actions. Fait qu'on met tout en fonction de performer, puis on oublie de solidifier notre échelle. Fait que c'est là qu'on peut, dans le fond, tomber de l'échelle. Ce que je comprends, c'est qu'on tasse notre santé physique et mentale alors qu'elle est bénéfique pour atteindre la performance finalement. Exact. Fait que c'est comme si on la néglige, puis là, ça nous donne plus de temps, mais c'est vraiment une illusion parce que le fait là, d'avoir une bonne santé va nous aider à performer là, à notre examen, finalement. Dom, tu as complété un doctorat premier cycle en médecine. Là, tu es à l'université en communication.
On peut dire que tu es performante et déterminée dans la vie en général, mais as-tu le souvenir d'un moment antérieur où cette attitude serait venue affecter une des sphères de ta vie, que ce soit amicale ou amoureuse? Bien, là où je l'ai remarqué spécifiquement, c'est justement pendant mes études en médecine. Quand je me suis rendu compte que j'étais plus capable d'aller chercher un niveau d'études ou les notes que j'aurais désirées, ça m'a amené à me reposer beaucoup de questions, à me remettre en question en fait sur moi-même au complet. Donc dans tous les aspects de ma vie, je me remettais en question, je me dénigrais, je me sentais plus bonne parce que je performais plus à l'école. OK. Puis bon, c'est ça. Finalement, après plusieurs années, après 4 ans, je me suis rendu compte que c'était pas juste parce que j'étais pas bonne, que j'aimais pas ça, mais bien parce que même si j'étais capable d'être performante, d'avoir des bonnes notes dans cette étude-là, j'aimais quand même pas ça assez pour en faire un métier. Donc moi, ça a été comme le gros changement dans ma vie. L'anxiété de performance a été mauvaise pour moi dans un sens parce que j'ai eu des symptômes pas plaisants. J'étais triste tout le temps, j'étais anxieuse. Mais en même temps, ça m'a amené à faire des changements dans ma vie, puis là, je suis plus heureuse. Mais cette attitude-là, est-ce que ton entourage le ressentait? Je pense que oui. Je pense que quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, qui pleure tous les jours, tu le remarques assez vite. Puis au contraire, là, quand j'ai fait le changement pour aller en communication, puis là, maintenant en création littéraire, tout ça, je m'en vais chercher plein d'outils pour faire le métier dont je rêve plus tard. Là, les gens le sentent. Là. Ils voient que je suis plus à ma place, j'ai de l'énergie, je suis de bonne humeur. Fait, clairement, ça fait un changement. On est contente pour toi! Yeah! Trouvez-vous qu'il y a présentement dans notre société postmoderne un culte de la performance? Je répondrais que oui. C'est comme si, oui, on peut être compétitif, on peut vouloir avoir des bons résultats à l'école, au travail, bien performer, mais notre environnement nous influence aussi à performer. Fait que c'est certain que si moi, je suis compétitive, je vais avoir des bonnes notes, mais je le sais aussi que si je vais aller en maîtrise, bien, il me faut des bonnes notes, puis il faut que je sois la meilleure, puis il faut que j'aie un bon dossier. Fait que c'est comme si ça fait que ça confirme le fait que c'est important là, de me surpasser, de surperformer. Fait que je dirais que la société peut nous pousser à un déséquilibre. Là. Puis on parlait tantôt de l'échelle, fait que la société, comme elle ébranle l'échelle, puis ça fait que ça peut nous faire tomber finalement. Ouais. Puis je crois que peut-être l'être humain a toujours eu un goût particulier pour la performance. On aime ça se sentir bon, se sentir valorisé. Mais moi, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, il y a le culte du paraître aussi, qui vient définitivement renchérir cette illusion-là de performance parce que là, dès qu'on réussit dans un marathon, dès qu'on est accepté au barreau, dès qu'on a une grande réussite, on va l'étaler sur Facebook. Donc là, dans notre newsfeed Facebook, qu'est-ce qu'on voit? Que des réussites. Fait que moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment de voir que partout autour de moi, on valorise la performance, on le montre. Des fois, on n'est pas nécessairement performant, puis on va le montrer sous un meilleur jour, fait que ça a l'air d'être performant aussi. Donc, la performance est devenue la norme. Puis c'est ça qui est dangereux, en fait, c'est que quand tu te rends compte que, dans le fond, dans ta vie de tous les jours, tu ne réponds pas à cette norme-là, bien, tu peux te déprécier plus facilement. Exact. C'est là que ça devient dangereux, je crois. Puis sur les médias sociaux, on se compare tellement. Exactement. Et on s'entend que les gens vont prioriser de partager des statuts où ils sont full valorisés. Au lieu de juste partager un statut. Hey, aujourd'hui, j'ai mangé une banane. Mais quoi que les gens aiment montrer leur repas. Mais mettons, aujourd'hui, mais tu comprends? Comme j'ai tu divorcé, dis, on voit juste des statuts de réussite. Ça nous met une pression. Tout à fait. Aujourd'hui, le lifestyle des réseaux sociaux est rendu ça nous influence, en fait, à être performant, comme c'était mentionné. Là, vraiment, ça a une grande tournure, les réseaux sociaux, sur les gens. Puis aussi, que je voulais en revenir à la performance, je dirais qu'on dit que c'est une culte aujourd'hui, mais je pense qu'on a tellement été habitués aussi d'être performance jeune. Je veux dire, dès qu'on est au primaire, on est tout de suite noté sur comment on fait un dessin, comment on fait un beau A, comment, tu sais, dans le sens que on est tout de suite noté sur nos performances à nous. Ton A, es-tu beau sur tes lignes pointillées? Tu sais, vraiment, je pense que ça commence tellement jeune qu'aujourd'hui, ça en vient plus qu'on vieillit. C'est dur à déconstruire. Oui, parce exactement. qu'on a été élevé dans la performance. Exactement. Maryse, tu as mentionné un aspect que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit faut que je sois la meilleure. Pourquoi on cherche tant à être les meilleurs?
c'est ça qui est valorisé. Ça a été mentionné aussi, mais c'est vraiment qu'on valorise la personne qui est dans le fond, qui a les meilleurs résultats. C'est elle qui s'en va en maîtrise, par exemple. Au travail, bien, c'est elle qui va avoir une augmentation, qui va changer de poste. Fait que c'est comme si souvent on oublie les personnes qui sont en dessous. Puis ces personnes-là aussi, ils ont des répercussions. C'est pas nécessairement la valorisation sociale, mais ça peut être la perte d'un emploi, la fait de ne pas adhérer là, au cycle supérieur. Fait que c'est des répercussions qui peuvent être lourdes. Puis je pense aussi que ce qui est important, c'est de ne pas toutes, mais se définir selon nos performances dans plusieurs aspects, parce qu'à ce moment-là, si on se définit pour, par exemple, nos résultats scolaires, bien, ça fait que si on a un échec, on vient vraiment d'être ébranlé parce que ça nous définit, en fait. Fait que c'est pour ça que c'est important de aussi se définir selon plusieurs aspects, mais aussi comme pas seulement sur le paraître, mais aussi sur qu'est-ce qui nous définit en tant que personne globale. Là. Exactement. Ne pas être la meilleure des autres, mais être le meilleur de soi. Là. Moi, qu'est-ce que je promouvois. Pour répondre à ta question aussi, pourquoi à ce point-là on veut être le meilleur, moi je le vois de deux angles. Premièrement, quand on est témoin de quelqu'un qui réussit, on a un peu l'impression que cette personne-là est plus heureuse, peut-être, parce qu'elle a du succès. Donc, on est comme, OK, je veux faire comme elle, je veux être aussi heureux. Mais de l'autre côté, quand toi, tu te mets la pression de réussir, bien, c'est peut-être parce qu'à quelque part, tu te dis, sans ça, je suis rien, puis je veux être aimée, puis je veux être acceptée. Puis si je vis un échec, les gens vont regard dire, des autres. Oui, d'être quelqu'un, de juste s'inscrire dans une identité quelconque. Là, Moi, j'ai eu un cours de sociologie, puis un de mes professeurs avait dit quelque chose qui m'avait vraiment comme frappée. Il avait expliqué que la compétition sportive tient un rôle de pédagogie sociale qui vient servir cette idée de performance dans notre société. En gros, pour résumer ça, est-ce que vous croyez que c'est le milieu sportif qui a déteint sur nous? Hein? Parce que dans le sport, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a un gagnant, des perdants. Pour avoir vécu des compétitions, une compétition, mais pour pouvoir être quand même dans ce domaine de sport-là, je suis prête à dire que oui, il y a une certaine performance à atteindre, mais si c'est juste ça qui en est la performance, je ne crois pas. Parce que chaque personne a ses hobbies dans la vie. Puis il y en a qui sont sportifs, il y en a qui ne le sont pas, mais il y en a un qui peut être autant performant que l'autre, même s'il est sportif, tu sais. Ça reste que je pense que quelqu'un vraiment... à la base, un individu qui n'est pas vraiment axé sur le sport peut être autant avoir un stress d'être performant et de vouloir réussir que quelqu'un qui est en compétition ou quelqu'un qui fait du sport dans sa vie. Bien, c'est ça. Je ne sais pas à quel point le monde du sport a tant que ça déteint sur le reste de la société. Je sais pas. Je veux dire, il y a des gens qui n'aiment pas le sport, qui sont pas bons en sport, ça les intéresse pas, mais qui vont être hyper performants au travail quand même. Est-ce que nécessairement le concept de performance vient du sport? Je sais pas. Moi, au niveau individuel, c'est sûr que je peux affirmer hors de tout doute que le fait d'être dans un esprit de compétition depuis que je suis jeune, j'ai fait de la course de ski alpin, j'ai fait du basket, du soccer, on a toujours été très sportifs dans ma famille, donc on jouait à des niveaux de compétition. Moi, je sais que ça m'a appris beaucoup de choses comme la discipline, l'éthique de travail, le fait de mettre des efforts dans quelque chose pour obtenir des objectifs. Tu sais, il y a des aspects positifs. Je dirais peut-être que le monde du sport a déteint sur le reste de ma vie, mais de là à dire le sport en général est une pédagogie sociale qui a influencé tout le reste. Moi, personnellement, je ne suis pas assez bien positionnée pour je comprends. Pour le savoir. Mais moi, ce que j'avancerais, c'est pas tant que tu aies fait du sport ou non. C'est juste que dans la société, le sport est omniprésent. Les athlètes, c'est nos modèles de vie. On les glorifie tellement que inconsciemment, ça a un peu influencé nos manières d'agir. C'est un peu plus dans cette... Magali, en quoi la performance est bénéfique pour toi? Pour moi, être performante, ça emmène une fierté. Donc, j'aime me lever le matin et être fière de moi. Dans mon passé, j'ai vécu des échecs, des rejets, puis je me suis promis que j'allais jamais me laisser atteindre émotionnellement autant que je me suis laissée atteindre dans le passé. Donc, aujourd'hui, performer, ça m'emmène cette fierté-là, justement. Puis, ça m'emmène aussi
la confiance en moi, le bonheur que j'ai L'estime d'être avec personnelle. moi-même. Aujourd'hui, je suis quasiment comme ma meilleure amie à moi-même. Puis j'adore ça, là, ça me donne... Ça me donne le petit coup de pouce pour toujours me donner à fond dans mes objectifs, dans mes projets. Super. Ouais. En 2012, selon l'Institut de la statistique du Québec, 12 des gens auraient vécu un épisode de dépression au cours de leur vie. C'est quand même énorme. Croyez-vous que c'est notre société basée sur la concurrence qui génère la dépression? Certainement que notre société peut nous pousser vers un déséquilibre. On parlait de performance. Le fait de vouloir performer peut amener à une surperformance. Puis Un stress quotidien. Exactement. Fait que le stress peut amener à long terme à ne pas prendre soin de sa santé physique, psychologique. Puis ça pourrait faire en sorte qu'on tombe dans un déséquilibre, fait qu'on peut avoir un diagnostic là, de dépression. Il y a un autre aspect psychologique qui découle du culte de performance, et c'est l'anxiété de performance. Maryse, comment décrirais-tu l'anxiété de performance? Le fait de vouloir toujours surperformer, ça l'amène toujours une insatisfaction. Parce que c'est des attentes irréalistes qu'on ne peut pas réaliser, donc. Fait que c'est sûr que si on adhère à ça, on pense toujours, là, si on pense à un examen, un pourcentage, bien, on a 90 mais on va penser à qu'est-ce qu'on n'a pas. Fait que le 10 Fait qu'on est toujours en train de vouloir se dépasser, puis on n'a comme pas de baromètre interne, de limite. Fait que ça fait en sorte qu'on s'oublie finalement. Puis l'anxiété de performance, c'est qu'on est vraiment dans le stress constant, dans la productivité. Fait que c'est sûr que ça affecte là, notre santé en général. Là. Ouais. Les filles, avez-vous déjà vécu de l'anxiété de performance? Magali? Ouais. À l'école, moi surtout. OK. Je voulais tellement... en fait, j'ai jamais vraiment été pas bonne à l'école, là, mais tu sais, j'ai jamais eu les notes faciles à l'école. OK. Fait que pour moi, il fallait que j'étudie 10 fois plus que les personnes normales pour vraiment réussir à avoir une note de 75 ou 80, tu sais. OK. Puis ça m'a emmené beaucoup de stress, d'anxiété, justement, et aussi... je dirais pas la dépression, mais tu sais, des fois, même si je pouvais étudier 10 heures de plus, bien, j'avais juste 60 ou 65, bien oui, je pouvais être déçue de moi parce que j'ai tellement donné d'efforts pour avoir simplement cette note. Oui, je passe, OK, mais tu sais, c'était pas la note que je voulais. Fait que, au total, oui, j'ai vraiment vécu l'anxiété à l'école. C'est venu m'atteindre. J'ai quand même réussi malgré tout, mais dans le sens que à ce niveau-là, ça m'a vraiment emmené un Beaucoup stress. d'anxiété. Oui, exactement. Puis personnellement aussi, j'ai vécu de l'anxiété de performance à l'école, dans les sports et tout, mais à l'école, moi, je l'ai surtout remarqué dans le passage entre le cégep et l'université. Donc, au cégep, j'étais très, très performante. Puis, comme tu le sais, j'ai finalement été admise en médecine. J'ai fait mes études en médecine. Mais c'est ça, j'ai oublié de le dire en début parce qu'on le sait, aller en médecine, ça demande beaucoup de performance. C'est ça, exactement. Puis moi, quand je suis arrivée à l'université, le niveau d'études était différent, le type d'études était différent. Puis j'étais même pas certaine, au final, d'être dans un programme que j'aimais vraiment. Puis mon premier trigger, si on peut dire en bon français, là, ça a été que j'ai vu une baisse drastique dans mes notes. Tu sais, j'étais habituée d'avoir des grosses moyennes, puis là, je passais du 95 à du 75 pour le même effort que je donnais. Donc moi, ça m'a amené beaucoup, beaucoup d'anxiété de performance. Puis au point où on parlait d'identité tout à l'heure, moi, je me suis remise en question totalement de A à Z à cause de ça. Là. Comment avez-vous fait pour diminuer cette anxiété? Le sport. Le sport, dans ton cas? En fait, c'est comme qu'on revenait à tantôt l'échelle, l'exemple de l'échelle qu'elle disait. Moi, c'est quand j'ai commencé à penser à moi, à faire attention à ma santé, autant mentale, autant physique, que j'ai commencé à être mieux au niveau de l'école, au niveau du travail. Tout a commencé à vraiment mieux débouler. Vraiment, là, ça a vraiment amené beaucoup de bien-être, en fait. Maryse, tu es sexologue, donc je veux parler de ce sujet. Est-ce qu'il y a une anxiété de performance au niveau de la sexualité dans notre société? Oui, bien, effectivement, l'anxiété de performance peut se retrouver partout, donc dans la sexualité, dans notre intimité. Puis c'est sûr que ça peut amener des répercussions parce que le stress, c'est vraiment quelque chose qui peut affecter négativement la sexualité. Je dirais que ça peut avoir différentes formes, mais c'est souvent qu'on va être distrait
notre attention ne sera pas dans le moment présent parce qu'on va avoir un discours interne, on va penser à performer. Fait que ça va faire en sorte que dans le fond, notre réponse sexuelle ou notre plaisir, on ne va pas nécessairement le ressentir. Parce qu'on réfléchit trop. Oui, c'est ça. Fait que c'est une distraction cognitive. Puis c'est en fait d'être toujours dans qu'est-ce que l'autre va penser en tant que spectateur dans sa tête, mais on ne va pas ressentir, dans le fond, nos sensations corporelles parce qu'on ne sera pas dans notre corps, dans le lâcher-prise, là. Finalement, on va être dans le contrôle de qu'est-ce qu'on fait pour performer. On le sait, on a une grande accessibilité à la pornographie aujourd'hui avec Internet. Est-ce que ça peut augmenter l'anxiété de performance sexuelle? Oui. Dans le fond, c'est sûr que le fait d'être anxieux de performer, on va se comparer aux autres. Puis là, on va se comparer à la pornographie. La pornographie n'est pas la réalité. Fait que c'est certain que si, moi, ma relation sexuelle dure environ 6 minutes, puis ça serait comme la normale, mais là, je me compare à quelque chose qui dure plus de 30 minutes. Fait que je pourrais aller en sexologie en consultation, puis on en a des gens qui viennent nous voir pour nous demander, ben là, j'ai pas eu d'éjaculation féminine. Ma relation sexuelle, elle dure pas 1 heure. Ben là, fait que c'est comme si on se crée des problèmes en regardant une réalité qui est fausse, finalement. Puis, fait que c'est sûr aussi pour les jeunes qui n'ont jamais eu d'activité sexuelle, puis ils vont regarder ça, ils vont comme tout intégrer sans avoir de modèle de base, fait que ça peut être très problématique, là. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de ramener les cours d'éducation sexuelle. Mais ça, c'est un autre débat. Le gouvernement. Non. Les filles, merci beaucoup. Merci. C'était un sujet qui me passionnait beaucoup et j'ai trouvé vos commentaires, vos témoignages super intéressants. Merci. Belle discussion. Oui. Oui. Maryse, j'ai découvert qu'une étude américaine révèle que 8 % des jeunes garçons utilisent du Viagra. C'est moi ou c'est signe qu'il y a une problématique très grave chez nos jeunes garçons? Bien, en fait, je ne sais pas c'est quoi l'étude, mais effectivement, si on peut dire que c'est des jeunes garçons, bien, ça serait une cause qui serait psychologique par rapport à la dysfonction érectile. Et effectivement, c'est grave. Puis à ce moment-là, ça pourrait être le fait du stress qui a vraiment un effet dévastateur sur la dysfonction érectile. Fait que c'est sûr que si la personne elle pourrait vivre de l'anxiété de performance, puis arriver à avoir une activité sexuelle, puis perdre son érection à cause du stress, bien là, c'est comme ça peut développer un cercle vicieux. Fait qu'à chaque fois qu'elle entre en contact avec quelqu'un pour avoir une activité sexuelle, il pourrait avoir ce stress-là qui revient, ayant peur là, de ne pas avoir d'érection. Fait que finalement, ça peut continuer. Puis là, par exemple, le jeune homme pourrait consulter pour avoir du Viagra. Mais je dirais que le Viagra, c'est comme mettre un plaster sur un bobo. Là. Ça va pas faire en sorte que ça va nécessairement s'améliorer. C'est sûr que le fait de consulter en sexologie, mais après vraiment aider à voir, parce que vu que c'est psychologique, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Puis en tant que sexologue, on utilise une approche interdisciplinaire. Fait que de voir c'est quoi les causes psychologiques à ça, les causes sociales aussi. Ouais. On met tellement d'importance à l'érection qui a beaucoup de pouvoir. C'est ça qui fait en sorte qu'on a un rapport sexuel ou pas parfois. Est-ce que ça se peut que les jeunes utilisent du Viagra pour avoir une surperformance et pour reproduire ce qu'ils voient dans la pornographie? Effectivement, que la relation sexuelle dure plus longtemps. Aussi, on voit un mix des fois alcool et Viagra. Parce que quand je prends de l'alcool, je suis plus à l'aise avec les jeunes femmes. Et quand je prends de l'alcool, ça affecte mon érection. Donc là, je vais prendre ça comme ça, je vais être plus à l'aise, mais en plus, je vais avoir une érection qui va être ferme. J'imagine que c'est un peu dangereux de mélanger les deux substances. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Maryse. Ça fait plaisir. La performance nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui est excellent. Par contre, il faut accepter que l'humain ne sera jamais parfait et surtout comprendre que les défaites, les erreurs sont importantes et constructives. Il faut arrêter de voir ça de manière négative. Je vous le dis, ça va vous apporter beaucoup de sérénité.